50 ans d'amitié, j'allais presque dire d'amour, avec une star absolue qui était Johnny Hallyday. Bonjour Michel Mallory. Bonjour Patrick. Parce que je dis 50 ans, oui, et c'est plus de 100 chansons écrites pour Johnny, et 50 ans d'histoire incroyable. Oui, c'est vrai qu'on a partagé 50 années d'amitié et de complicité, et quelque part un peu d'amour aussi. Voilà, dans la composition, dans l'écriture des chansons, mais aussi en tant qu'homme. C'est fou parce que ce bouquin qui est formidable s'appelle « La véritable histoire de la musique que j'aime » chez Talent Édition. C'est David Hallyday qui fait l'introduction. Ah oui. Et David, il dit « Michel, c'est la famille. C'était pour mon père un frère. » Oui, j'ose plus le dire maintenant parce qu'il y a beaucoup qui l'ont dit. Mais c'est vrai qu'il a été un grand frère pour moi. Bien que je sois plus âgé que lui, mais le grand frère, c'était lui. Il m'a appris à être un homme, quelque part. Et il y a eu quelque chose d'absolument incroyable. C'est un morceau qui a accompagné Johnny toute sa vie et que tu as composé. Écoutez ça. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Et c'est vrai, Michel, que cette chanson-là va marquer Johnny toute sa vie jusqu'au dernier jour. C'est vrai, c'est, je pense, peut-être la chanson qu'il a chantée dans sa vie qui lui ressemble le plus. Il ne pouvait pas finir un spectacle sans chanter cette chanson. Il a essayé une fois, il y a eu pratiquement un mouvement de foule, une émeute. Il a été obligé de revenir sur scène, chanter toute la musique que j'aime. Ouais, et alors ce bouquin-là, il raconte justement ça chez Talent Édition. Et alors ça commence par un coup de fil à 10h du matin. Johnny est pas bien. Oui, à 10h du matin. D'abord, c'est pas une heure à l'IDESC du tout. À 10h du matin, il dort profondément. Donc déjà, le coup de fil à 10h. À 4h du matin, oui, c'est un coup de fil à l'IDESC. Et d'habitude, c'est « Bonjour mon pote, ça va ?» Et là, rien. « Ça va? Tu peux venir à la maison tout de suite, là, à 10h? Tu peux venir ?» Et il raccroche. Évidemment, j'y vais. Et là, je trouve un Johnny dans la cuisine, les cheveux en pétard, des cernes sous les yeux, la barbe, un pyjama pas possible, un t-shirt à l'envers, et qui boit du café alors que lui n'en buvait jamais. Et un cendrier comme ça, rempli de cigarettes, évidemment, qui l'écrase. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'assoit à côté de lui, il me regarde, il me dit, j'ai fait le con. Je dis, mais t'as fait le con toute ta vie? Il fait, non. Cette fois-là, je pense que j'ai dépassé la mesure. Alors que Johnny dise qu'il a dépassé la mesure, c'est énorme, il a toujours dépassé les mesures. Oui. Lui-même est une mesure dépassée. Je veux dire, en tant qu'homme, il a tout pour lui. Il est là, il est désespéré. Oui, il est désespéré parce qu'il est au fond du trou, parce qu'il sort du Johnny Circus qui est un échec. C'est un échec à tous les niveaux, y compris financier. Il a mis beaucoup d'argent dans le Johnny Circus. Donc, l'artiste Johnny Hallyday ne va pas bien. Et il y a Jean-Philippe Smet, dont la femme est en train de s'en aller. Ouais. Voilà. Donc il est au fond du trou. Oui, il dit c'est de ma faute. Complètement. Sylvie, elle va le voir, et il te demande est-ce que tu peux pas m'aider à la ramener. Il m'a dit, non, tu vas m'aider. Alors j'ai dit est-ce que tu veux que je lui parle? Il m'a dit oh surtout pas, surtout pas. Il me dit c'est une sorcière, elle a des yeux derrière la tête, elle a des antennes, elle va savoir que c'est du bidon. Non, je veux pas que tu te fâches avec Sylvie. J'ai fait des conneries, j'assume, je paye. Voilà. Et tu vas m'aider. Alors j'ai dit mais comment je vais t'aider? Il dit je veux reconquérir mon public, mais surtout je veux reconquérir ma femme. Oui. Donc il faut que tu écrives une chanson pour reconquérir mon public et pour reconquérir ma femme. Oui, il y a des mots incroyables dans ce bouquin, hein, Michel. Il dit « Ça fait longtemps que j'ai pas eu de vieux tubes, de tubes avec mon public, c'est toujours à la vie, à la mort. Il reste d'une incroyable fidélité, mais c'est lui et lui seul qui m'a mis là où je suis et j'ai pas le droit de le décevoir. Et puis il y a cette horde de journaleux, ces corbeaux, ces chacals qui se régalent de la dégringolade, de la chute et de l'échec. Leur fonds de commerce, c'est tout ce qui est bien glauque. Plus ça pue la merde et plus ils se
plaise à la remuer. Johnny est pas bien. Ah oui, il n'est pas bien du tout. Et il fait un état des lieux. C'est-à-dire, il fait un état des lieux de l'homme qu'il est et un état des lieux de l'artiste qu'il est. Et il trouve qu'il est mauvais père, qu'il est mauvais mari, et presque qu'il va trouver qu'il est mauvais chanteur. Et donc, voilà, c'est un Johnny désespéré. Et les planètes sont en train de s'aligner tout doucement. Sylvie qui s'en va, Johnny Circus. Là, on est dans le blues, hein, on est dans le gris. Ouais. Hein, on est dans l'époque difficile, on est dans le dur. Et à ce moment-là, je vois et je découvre le vrai Johnny. Ouais. Il écrit, il dit plutôt. Ils me font des risettes par devant, mais dès que j'ai le dos tourné, j'en prends pour mon grade. Pour certains, je suis un ivrogne et un camé qui ne mérite ni sa popularité ni sa réussite. Ils ne savent rien de ma vie, ils se contentent de l'inventer à leur façon. C'est vrai que j'ai picolé plus souvent qu'à mon tour, mais je me suis jamais planqué. J'ai toujours assumé mes conneries. C'est vrai. C'est vrai, c'est Dixit ce qu'il a dit. Je n'ai pas pu oublier cette scène de la cuisine. Il se levait et il tournait autour de la table. Il tournait autour de la table et il faisait des grands gestes en disant « Mais tu te rends compte, c'est journaleux, et tu te rends compte, mais c'est ma femme quand même, c'est ma femme, c'est mon fils, c'est la femme de ma vie. Voilà, maintenant je m'en suis rendu compte. » Et pour te dire la vérité, il a aimé cette femme jusqu'à son dernier souffle. Oui. Ça, je le garantis. Il me l'a dit suffisamment souvent. Il a aimé cette femme jusqu'à son dernier souffle. Et ça, c'est... Il n'a peut-être pas dit ça à tout le monde, mais ça, je le garantis. Je le garantis, c'était l'amour vraiment de sa vie. Oui, il pleurait dans ces moments-là. Oh oui, il pleurait. Il m'a pleuré dans les mains. Et c'est là qu'on voyait le véritable Johnny, c'est-à-dire cette espèce d'homme que l'on croyait un espèce de géant en acier chromé, la statue du commandeur que rien ne pouvait atteindre. Et puis il y avait l'autre côté de Johnny, c'est-à-dire cet être fragile, qui manquait de père, qui manquait de mère et qui les cherchait partout, qui manquait de frères, de sœurs, il en cherchait partout. Et cet être qui arrivait à des désespérances avec une peur absolument incroyable de la solitude. Oui. C'était lui, ça. C'était le pendant de ce Johnny-là. Et qui n'était vrai que le vrai Johnny, c'était quand il entrait sur scène. Qu'il entrait dans la lumière, là, c'était lui. Là, il n'y avait pas de plan B. Il pouvait tomber à genoux, il pouvait dire je t'aime, il pouvait dire ce que tu, mon Dieu, c'était lui. C'était le seul qui pouvait faire ça sans être ridicule. L'histoire, avant d'arriver à la musique que j'aime, elle avait commencé par ça. Écoutez, Johnny qui chante pour la première fois du Michel Mallory. Ma dernière cigarette, mon dernier verre de rhum. J'ai droit à 2 minutes pour la prière des hommes. On m'en a jamais apprise et j'ai peur comme un enfant. Oh Dieu, que cette aube est grise pour mourir maintenant. C'est Sauvez-moi. Et l'histoire de cette chanson, elle est incroyable. C'est aussi l'histoire de ce petit gars que j'ai en face de moi, qui un jour va monter les escaliers pour frapper à la porte de Johnny. Et c'est Johnny qui ouvre, habillé avec un peignoir de bain et une casquette d'officier aviateur américain de la dernière guerre. Et avec une bière à la main, il me dit « Tu veux une bière ?» Alors que je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Et j'étais habillé comme ça. D'ailleurs, j'ai fait exprès de venir habillé comme ça, en bleu jean. Et il m'a dit « Viens, je vais te montrer ». Et quand je rentre dans l'appartement, je vois quelques jeunes filles qui étaient en train de se rhabiller, qui passaient comme ça. En fait, c'était une soirée qui se terminait pour lui. Et moi, c'était la matinée, alors que j'avais travaillé toute la nuit. Et il m'emmène dans sa cuisine. Et il me dit, tiens, voilà, écoute ce robinet-là. Il fait un bruit pas possible. Et c'est vrai que le robinet faisait comme ça. Et puis celui-là, il n'y a pas de débit. En fait, Johnny m'a pris pour le plombier. Et voilà. Et quand je lui ai dit que je n'étais pas plombier, il a dit, oh merde. Il était déçu. Très déçu. Quand tu lui as dit, Très je déçu. suis pour compositeur de chansons, Oui. il préférait que tu sois plombier. Absolument. Hein. Mais là, il y avait un titre, une adaptation. Tout le monde se cassait les dents dessus, il n'y arrivait pas. Et là, bon, il tenait à ce morceau.
Mais tout d'un coup, j'ai été à l'envers de ce morceau. Là-dedans, c'est un truc peace and love, Jésus va vous sauver, tout ça. J'en ai fait un condamné à mort qui est une ordure absolue et qui est condamné à mort et qui va mourir, mais avec beaucoup de lâcheté, qui est prêt à vendre sa mère. Tout ça, j'ai dit, bon, ça passe ou ça casse. Et puis, ça a passé. Et à la fin de la chanson, eh bien, je l'ai chanté 3 à 4 fois. Après, il a chanté avec moi. Il y avait plein de gens dans cette salle de musique. Et puis, il a dit, maintenant, the party is over. Tout le monde s'en va. Il m'a dit, toi, tu vas rester ici. Et je suis resté une semaine. Et 50 ans d'amitié. 50 ans d'amitié. Qui n'arrêteront jamais. Coup de foudre amical, de même musique, même cinéma, même sap, même vedette de cinéma, James Dean, des trucs, Elvis. C'était vraiment une rencontre. Si ça avait été une femme, ça aurait été la femme de ma vie. Ma main au feu, ça va être tout de suite. Il dit, t'as d'autres titres comme ça, Johnny, ce jour-là. Après, Sauvez-moi, et ma main au feu. Tu dis, ma main au feu, il dit, mais ça aussi. Est-ce que tu as autre chose? Ça disait quoi? Tu peux la fredonner, tu te souviens, ma main au feu? Alors, je lui chante ma main au feu. Il dit, mais attends, mais je la veux, moi. Je la veux, tu l'as fait écouter à personne. Je lui dis, mais c'est du country. Mais j'aime ça, le country, j'aime ça. Elle disait quoi, Michel, la chanson? La main au feu. Quelqu'un a dit que tous les hommes venaient au monde égaux entre eux, que l'argent ne les rendait pas plus heureux. Je ne mettrai pas ma main au feu. Ça lui a plu. Ben oui, ah oui. Et alors après, il dit, moi, bon science, ce gars-là, il est terrible. Ah, écoute, ça a été... on est resté enfermés une semaine à manger des pâtes, à jouer de la musique. Il me faisait des cadeaux. Alors, je téléphonais à ma femme, lui disant, non, je rentre demain, je te promets. Et j'étais obligé de lui passer Johnny pour assurer le coup, quoi, parce qu'elle ne me croyait plus à la fin. Oui, tiens, la prison des orphelins, écoutons ça. Ça, c'était du Michel Mallory, Johnny. Là, il y a une union entre les deux qui est très forte. Oui, parce que c'est le premier duo qu'il a enregistré de sa vie. C'est le premier duo que Johnny a enregistré de sa vie. Oui, avec toi. Avec moi. Ouais, écoutez ça. Et l'herbe verte dans le grand champ est couverte de ciment. Et la fontaine est asséchée. Notre plaine. Quel duo, duo tous les deux. Hein, tu te souviens de cet enregistrement, évidemment? Oh oui, je me souviens, on était là, l'un en face de l'autre, on se regardait, et quand je chantais, il faisait... Et après, évidemment, moi je chantais dans le grave, en bas. Et après, lui, il arrivait, il envoyait le bâton. C'était un truc de fou. J'étais comme ça. Et c'était, je crois qu'on a fait une prise. On n'a pas recommencé. Ouais. C'était comme ça. Ouais. Et alors, ce qui est incroyable, c'est donc, quelques temps plus tard, Johnny est au fond du trou. Il n'y a plus le succès, il n'y a plus tout ça. Il est perdu et il a besoin d'une chanson. Il te dit, je voudrais une chanson que le public se lève. Je voudrais qu'il y ait quelque chose. Oui. Et là, toi, tu te souviens d'une phrase qu'il t'a dit un jour. Il me l'a dit plusieurs fois. Il m'a dit, on va faire un album où on fera la musique que j'aime. La musique qu'on aime, que nous aimons tous les deux. Et plusieurs fois, il me l'a dit. Il dit, ça, c'est pas de la musique qu'on aime, par exemple. Il le disait assez souvent. Et ça, c'est resté dans un coin de ma mémoire. Et quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu veux que j'écrive sur cette musique? Il m'a dit, écris un blues qui mélangerait le blues de ma vie actuelle avec le vrai blues, c'est-à-dire ce blues que chantaient les blacks dans les champs de coton où ils n'avaient que la permission de chanter et de prier. Donc, essaye de mélanger ma vie et puis que ma femme écoute ce que j'ai à lui dire, que je l'aime vraiment. Je pleure, mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Écoutez. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime, elle vient de la haine.
Là, on est à Londres. Il faut raconter cette histoire, on va la raconter. Oui. Et à la fin de l'enregistrement, Johnny te dit est-ce que j'ai été aussi bon que Sardou? Donc ça, c'est incroyable. Non. Il a pas dit ça. Il a dit, il m'a dit, il s'est penché parce que il nous avait fait peur à tous parce qu'il avait la tronche avant, le trac. C'était la première fois qu'il avait le trac pour enregistrer. Et il nous a évidemment cloués au mur. C'était tellement fabuleux. Et je vais dans le studio, il était assis sur un grand tabouret. Il m'a regardé, il fait « Est-ce que tu crois que Sardou serait capable de faire ça ?» Et je lui ai dit « Je ne sais pas, mais… » Il m'a dit j'ai dit « Écoute, c'est extraordinaire. Écoute les musiciens applaudissaient dans le studio. » Il me dit « Puisque la machine est en route, on va en faire une autre. » Il a recommencé. Et très sincèrement, encore aujourd'hui, je ne peux pas savoir quelle prise on a choisi, parce qu'elles étaient exceptionnelles. Ouais. Tu lui dis à un moment, tu pourrais démultiplier les… Oui, ouais. les mots ne sont jamais les mêmes. Les mots ne sont jamais les mêmes. J'ai dit, essaye de faire les mots ne sont jamais les mêmes. Il te dit, je ne suis pas sûr d'y arriver. Non, il m'a dit, tu te rends compte, au niveau de la mesure, mais t'en as jamais assez, toi. Il fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Que je danse? J'ai dit, non, essaye de le faire. Alors il a noté, il avait une écriture personnelle, qui était des genres de hiéroglyphes sur les partitions, tu sais, sur les textes, que lui seul comprenait cette écriture. Il y avait des flèches qui montaient, des petits ronds, tu vois, des trucs comme ça. J'ai dit, oh là, il a noté, et tout à fait, à la fin de la chanson, les mots ne sont jamais les mêmes. Il l'a fait vraiment d'une façon extraordinaire. Oui, c'est vrai. C'était… Il y a des moments dans ma vie d'auteur et de compositeur, il y a des moments précieux où tu te demandes si tu ne rêves pas. Et là, j'ai dit, mais attends, il faudra que je me rappelle de ça toute ma vie. Et il aimait souvent il fait, raconte comment on a enregistré, vas-y, raconte Raquel Welch, raconte ça. C'est pour ça que je lui devais ce livre, je paye une dette là, je paye une dette d'amour. Mais je n'ai pas tout remboursé. C'est sûr. Et le livre est absolument formidable. Je vois à côté de toi, Michel, une guitare. C'est qui est assez incroyable parce que cette guitare n'est pas n'importe quelle guitare. Non. Tu nous l'as amenée. Oui, c'est la vieille guitare de mon père que mon père avait achetée avec Django Reinhardt. Et c'est sur cette guitare-là que j'ai écrit toute la musique que j'aime. Oui. Et c'est sur cette guitare, en Corse. En Corse, elle était toute fendue, elle était toute cassée. Elle a été restaurée par Alain Keguiner, qui est un luthier merveilleux. Et alors comment tu as eu D'abord, c'était la musique. Oui, la musique est arrivée. Il était 4 heures du matin. Je m'étais couché dans un état proche de l'Alabama. Donc, j'avais un petit peu la tête qui tournait. Mais à 4 heures du matin, il y a une espèce de mélodie qui est arrivée, qui a débarqué dans cette maison dans laquelle je suis né. Donc il y a quelque chose dans cette maison, il y a des esprits qui tournent, des esprits bienveillants. Et tout d'un coup, cette musique était tellement flagrante que j'étais obligé de me lever. Je me suis levé, je suis descendu dans le salon de mes parents. Il y avait cette vieille guitare au-dessus de la cheminée qui était toute crasseuse, toute cassée. Je l'ai accordée et puis j'ai fait un mi majeur alors que je ne fais jamais de mi majeur. Je fais toujours sol. Et là, pourquoi j'ai fait mi majeur? J'en sais rien. Et Johnny l'a enregistré en mi majeur. Alors, d'abord, évidemment, il n'y avait pas les paroles, donc tu le chantais comment? Tu le fredonnais? Je chantais en lavabo, je faisais... I wanna tell them about the river to everybody know it brown. Ça veut rien dire. All my love and all the faking. To be around and be around. Voilà, me dire, mais attends, c'est super ça. Ah, donc après, tu vas revoir Johnny, et là, tu te dis comment il va réagir. Parce qu'il avait des réactions, tu savais rien qu'à sa tête si ça allait être bon ou pas. Hein. Oui, si jamais il se renversait en arrière comme ça, et s'il se grattait le nez, c'était perdu. Ah, c'était pas bon. C'était pas bon. C'était... non. S'il se redressait comme ça, et qu'il se penchait un tout petit peu, ça l'intéressait, mais pas beaucoup plus. Ce qui l'intéressait vraiment, c'était quand il se penchait le plus proche de toi
qui se refrottait le nez et qui faisait ça avec la bouche. C'est ce qu'il a fait. Absolument. C'est ce qu'il a fait en entendant la musique Voilà. que j'aime. Et alors, le dernier truc, il se tapait sur les genoux comme ça. Là, c'était vendu. C'était vendu. Ouais. Et donc là, tu lui joues ce que tu viens de nous faire à l'instant, là, Ouais. et il se met à chanter avec toi. Ah ben, il se met à Ça, chanter c'est un avec truc. moi. Et là, d'un coup, tu t'arrêtes parce que là, tu peux plus. Ben, je peux plus parce qu'il m'écrase. C'est-à-dire, il a une voix tellement extraordinaire. Et puis, cette scène est drôle parce que on était dans un petit salon dans l'hôtel où il habitait, à Saint-Germain-des-Prés. Il y avait une table basse carrée et Johnny se met à danser la danse des Indiens autour de la table en disant « On a notre tube, on a notre tube, on a notre tube ». Il faut dire qu'il arrivait des États-Unis et que dans l'avion, il n'avait pas bu du Vittel fraise. Oui. Voilà. Donc, et là, on buvait encore une bouteille de champagne. Voilà comment ça a commencé, cette histoire. Ouais. Écoutez ça, 2009, parce que Johnny, devant les foules, va évidemment chanter la musique que j'aime partout. Écoutez l'une de ses versions, 2009, au Stade de France. Écoutez ça. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, tu sais, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Alors, c'est vrai que quand tu lui joues pour la première fois comme ça, en yaourt, le titre, il manque les paroles. Et il te dit, je veux un truc qui plaise à Sylvie. Oui, je veux que ça la fasse revenir. Je veux que ça la fasse revenir. Je veux que tu écrives des mots. Ose, fais-moi pleurer, fais-moi tomber à genoux, fais-moi passer pour un con, pour un salaud, pour n'importe quoi. Ose me faire dire des choses que j'ai jamais dites. N'aie pas peur de dire des choses, même que les gens ne pensent pas que je suis capable de dire. Et voilà, et donc je comprends son message, et je pars. Je dis, je vais rentrer chez moi, je vais travailler. Et quand je m'assois dans ma voiture, tout d'un coup, toute la musique que j'aime arrive. Je prends mon carnet que j'ai toujours à côté de moi et j'écris le texte en 10 minutes. C'est honteux. Ouais. C'est la chanson où j'ai mis le moins de temps pour écrire et sans doute celle qui m'a rendu le plus célèbre. Et c'est arrivé, comme la musique, de je ne sais où. Voilà. Je n'ai été qu'en fait qu'un relais entre quelque chose et la réalité. Oui, ce qui fait que, au fond, Johnny est le co-auteur de cette chanson. Parce que c'est vrai que tu as écrit les paroles et la musique, mais tu vas lui faire un cadeau. Oui. Tu vas dire non. Et d'ailleurs, partout, c'est Johnny qui a écrit la musique et moi les paroles. Oui. Alors que c'était pas exactement Alors, ça. voilà. Il n'y a jamais eu de droit d'auteur pour les muses ou pour les gens qui vous inspirent. Johnny comment dirais-je, s'est battu pour cette chanson comme peut-être jamais. Il a osé des choses, il a fait venir son guitariste de Paris, Rolling, qui a trouvé le fameux tan 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 tan. Il s'est investi dans cette chanson, il a trouvé le dobro, c'est lui qui a trouvé. C'est lui qui m'a donné l'idée du texte. Il a fait plus que, finalement, il aurait fait en écrivant la musique. Donc, je lui ai demandé ça n'est pas lui qui me l'a demandé, c'est moi qui lui ai proposé. Et c'est un honneur pour moi que Johnny accepte. Il n'a pas accepté tout de suite. Hein. Il m'a dit non, je ne peux pas. Non. J'ai dit, mais cette chanson, on l'a faite ensemble. Elle est indissociable et de notre amitié et de notre vie. Et c'est peut-être ça qui a fait que 50 ans après, nous étions toujours amis. C'est vrai que, évidemment, c'est renoncer à des droits d'auteur, Michel. Oui, mais je n'ai pas eu le moindre regret, même aujourd'hui, encore aujourd'hui, après tout l'argent que cette chanson a rapporté, ou la gloire, je n'ai pas une once de regret. Je suis très heureux d'avoir participé à cette aventure avec lui. Oui, et c'est vrai que Johnny a dit un jour, j'ai eu 2 cadeaux, les plus importants cadeaux de ma vie. C'est vrai, c'est vrai. Le premier cadeau, c'était l'amour que lui a donné Sylvie, en même temps que lui donnait David.
Ça, c'était le plus grand cadeau qu'il ait reçu de la vie. Il m'a dit, le deuxième cadeau, c'est toi qui me l'as fait avec toute la musique que j'aime. Ça, je dois avouer que ça marque beaucoup un homme. Et moi, ça m'a profondément marqué. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que ce livre, ce modeste bouquin m'a servi aussi à faire mon deuil, à moi. Ah oui. Parce que mon deuil, moi je suis corse et le deuil chez nous, c'est quelque chose d'important, qui est fait de, comment dirais-je, de respect, de dignité, d'amour. Et j'ai trouvé que, voilà, il aurait mérité peut-être quelque chose de moins bling-bling, voilà, C'est mais vrai. beaucoup plus sincère. Ça ne lui aurait pas plu ce qui s'est passé? Non, non, pas du tout. Ce qui lui aurait plu, c'était l'hommage populaire des gens le long de la route. Les gens qui ont regardé. Tout le reste, la comédie de l'église de la Madeleine avec ceux qui voulaient être au premier rang. Les trucs, moi, je n'étais pas invité, je te signale. Pas invité? Non, je n'étais pas assez bling-bling. Non, mais c'est pas grave, j'ai fait mon enterrement à moi, j'ai fait mon deuil à moi. Voilà, et Dieu reconnaîtra les siens, Johnny aussi. Oui, c'est vrai que David, après la mort de son papa, a dit un jour « Je n'ai rien de mon père, pas même une guitare, on m'a rien laissé ». Et là, ça t'a touché qu'il dise ça? Oui, ça m'a touché parce que ça m'a bouleversé. Et Johnny, il y a 40 ans, m'avait donné sa première guitare, quand il avait 11 ans. Et sa première guitare était une petite guitare espagnole. Et je l'ai faite réparer par toujours le même, Alain Keguiner, qui est un luthier merveilleux, et qui a refait la guitare de Johnny, qui l'a restaurée à l'identique. Donc il y a des marques de Johnny, il y a des traces de coups, mais elle a été restaurée, c'est la guitare de Johnny. Et Johnny avait voulu que je la donne à mon fils, et mon fils a dit « Je pense que cette guitare revient à David. » Et nous allons donner cette guitare à David qui est fou de joie. Comme ça, il aura une guitare de son père. Oui. Très émouvant d'écouter la voix de sa maman, Sylvie. Ouais. Écoutez Sylvie Vartan qui chante la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Alors ça, c'est vrai que Sylvie qui chante ça, hein, Où tu as trouvé ça? elle appelait Johnny Bonif. Bonif. Ça, c'est un truc qu'on ne savait pas. Bonif, il ressemblait Non, Bonif, c'était l'ours Boniface. Alors, elle le surnommait, son mec, Bonif. Bonif, parce qu'il portait des salopettes comme Coluche, tu sais, comme ça. Et l'ours Boniface, dans les dessins animés, portait des salopettes comme ça. Elle l'appelait Bonif. Alors, de temps en temps, on l'appelait Bonif. Et oui, c'est un surnom qu'elle lui avait donné. Il y a des documents dans le bouquin, il y a un cahier photo formidable. Et d'ailleurs, il y a un petit mot de Johnny. Oui, il y a marqué « Bonne nuit, petit con ». Bonif, petit con, signé Bonif. Bonif, oui. Ouais. Alors, c'est vrai qu'au matin, Johnny, il avait un rituel, au petit-déj, il bazardait sur tout le monde. Ça, c'est vrai? Oui, il était tailleur complet. Tailleur de costard. Oui, tailleur de costard. Alors, ceux qui lui voulaient du mal, évidemment, étaient habillés pour l'été, l'automne et l'hiver. Mais il avait quelques victimes expiatoires habituelles, notamment Claude François, avec qui j'étais ami. Alors, ça l'excitait de... Il se fichait de la figure de Clo-Clo. Ah, mais c'était... Alors, il me disait... ça s'en va et ça revient. Mais, il imitait, il chantait Clo-Clo au petit matin. Ah oui, le petit matin, il dansait comme ça. Il faisait, mais en fait, ton ami là, c'est une danseuse. Non, mais ce qui l'énervait, c'était que il me disait, écoute, lui, il travaille comme un fou, c'est un dingue de boulot, tout ça. Il dit, moi, je fous rien. Je vends plus de disques que lui. Non, mais là, sincèrement, il l'aimait pas. Non, là, on rigole pas. Là, c'est vrai qu'il ne s'aimait pas. Non, il s'aimait pas. Mais c'était jamais méchant. Hein. Johnny n'a jamais dit je vais casser la gueule à Claude François. C'était drôle, mais pas méchant. Non, c'est-à-dire il aimait bien. Johnny aimait bien se foutre de la gueule des gens. Hein.
il aimait bien, mais quand c'était lui qui payait pas, hein, ce qu'il aimait pas, ce qu'il détestait, c'est qu'on se foute de sa gueule. Mais alors, sur Claude François, il en a dit alors les Claudettes et pas les Claudettes, machin, bon, c'était... et dès qu'il y avait des petits bruits qui couraient... De toute façon, avec Johnny, c'était simple, c'était quelqu'un qui était incapable de garder un secret. Alors, si tu voulais que quelque chose se sache dans Paris, tu disais, je vais te dire un truc, mais tu le répètes pas. Oui. Hein. Moi, je te jure, je répète pas. Non, mais tu dis aussi, c'était le roi des comédiens, le roi des menteurs. Mais il mentait menteur, tout le temps. Et puis, comédien. Ah Professionnel. ouais, il obtenait tout ce qu'il voulait des autres. Ah, mais mais il avait des mensonges calibrés. C'est-à-dire, parce que le mensonge est un art. Si tu veux, le mec qui se sert de mensonges, pas comme fait Trump ou Poutine, tu vois, c'est des mensonges abominables. Lui, il avait le mensonge pour pas faire de peine. Il avait le mensonge, comment dirais-je, pour faire une affaire. Il avait, tu vois, il mentait avec, avec franchise. Oui, oui. Il y avait Roger Daltrey, le fondateur du groupe anglais Les Who, hein, qui avait dit un jour, il n'y a pas de rock'n'roll en France. Et d'ailleurs, il n'y a pas de différence entre Maurice Chevalier et Johnny Hallyday. Oui. Un truc comme ça, je crois que c'est ça qu'il avait dit. Ah mais absolument. Alors là, Johnny... Mais attends, il avait dit, je confonds Maurice Chevalier, Sacha Distel et Johnny Hallyday. Et Johnny a dit, quand je le rencontre, je l'emplâtre. Heureusement, le chanteur des Who, il ne l'a jamais rencontré. Oui, et il disait, je vais le transformer en réverbère. En compteur à gaz. En compteur à gaz. Oui, je vais lui faire la tête comme un compteur à gaz. C'était son expression. Oui, alors il y a évidemment un duo légendaire, et c'est Johnny et Sylvie. Quelle histoire! Michel qui va composer aussi ce titre. J'ai un problème. Ah ouais, j'ai un problème, écoutez. Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. On récolte la vie que l'on sème. Mais quand vient l'amour, on est un peu surpris à cause. Alors ça, c'est vrai que il ne voulait pas la chanter. Ah, mais et les deux, et surtout pas Sylvie, encore Sylvie, plus. encore Et donc, moins. il a fallu enregistrer les deux voix séparément. Absolument, mais Sylvie, jusqu'au dernier moment, elle écoutait ça, elle m'a dit, mais non, on n'est pas Stone et Chardin. Mais attends, mais qu'est-ce que... Faites-moi chanter les gondoles à Venise, puisque vous y êtes. Et le seul qui ait tenu vraiment la route là-dessus, c'est Jean Renard, Oui. qui s'est battu comme un chiffonnier, mais ils ne voulaient pas chanter ensemble parce que Sylvie rigolait. Alors, il paraît que pendant l'enregistrement, Sylvie trouvait ça tellement ridicule qu'on arrêtait, elle riait. Absolument. C'est-à-dire, Johnny avait chanté. Alors, Jean avait réussi à faire chanter Johnny avant. Alors, comme Johnny avait chanté, Sylvie a accepté de mettre sa voix pour voir. Mais c'était pas sûr, hein, pour voir. Et elle a mis sa voix, mais toutes les deux phrases, elle fait « Mais non, je peux pas chanter ça. Mais non, vous n'allez pas me faire chanter ça, quand même. Je suis Sylvie Vartan. » Écoutez, et lui, c'est un rocker, vous vous rendez compte ce que vous lui faites chanter? Il disait, on va être ridicule. Ah oui. Et Oui. tout d'un coup, elle fait sa voix, finalement. Et Jean Renard, qui ne s'appelle pas Renard pour rien, On l'embrasse. Hein. oui, on l'embrasse très fort, a commencé à mixer, à mettre les voix qui se commençaient à s'enrouler l'une à l'autre. Et puis Sylvie disait, hein, pas mal finalement. Et puis finalement, ils l'ont chanté. Ouais. Et ça a été un succès phénoménal. Phénoménal. Écoutez-les tous les deux. Vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Alors, c'est vrai que là, ça va les réconcilier. À partir de la musique que j'aime, il va retrouver l'amour de Sylvie, au fond. Et ça va donner J'ai un problème. Absolument. C'est ça. Et J'ai un problème m'a donné une tournée qu'ils vont faire tous les deux, où j'avais la chance de participer à la première partie. Je commençais le spectacle, Sylvie finissait toute la première partie, Johnny faisait la deuxième partie, et à la fin, Sylvie et lui étaient sur scène, et ils chantaient « J'ai un problème »,« Te tuer d'amour », et ensemble, toute la musique que j'aime. Oui, incroyable, incroyable. Incroyable. Alors, c'est vrai que Johnny avait beaucoup d'aventures. Mais Johnny, il dit dans ce... Et tu le cites, il dit « Mais non, je ne suis pas ce qu'on croit, je ne suis pas un camé, je ne suis pas un dingue, je ne suis pas la réputation qu'on dit. » C'est vrai. C'est vrai que c'était un incorrigible romantique, ça fait rire tout le monde, mais c'était un sentimental, Johnny. C'était un mec qui
mourait d'amour, quoi. C'était... J'ai rarement vu quelqu'un... une fois, je me suis retrouvé à la Lorada, à Saint-Tropez, où on était tous les deux tout seuls. Et il était marié avec Adeline à ce moment-là. Et les choses allaient mal aussi. En fait, ce que Johnny détestait par-dessus tout, c'était la solitude. Et la solitude, il en avait une trouille, mais c'était... il avait peur de ça au-delà de tout, même au-delà de la maladie. Et à la fin de sa vie, c'est ce qu'il a le plus... je pense, c'était qu'il a littéralement peut-être fait plonger plus vite. Et si on me laisse tout seul? Oui. Et si on me laisse... Mais il n'était pas seul à la fin de sa vie, Non, Michel. mais comme il disait souvent, je ne suis jamais aussi seul que quand je suis au milieu de la foule. Oui. C'était incroyable. Mais quand il aimait Johnny. Hein. Quand il n'aimait pas, il pardonnait souvent. Il pardonnait. C'était pas quelqu'un à avoir des instincts de revanche ou de choses comme ça. Mais quand il aimait, des fois, il était un peu aveugle, Ouais. aveuglé en tout cas. C'est vrai que Sylvie Vartan a beaucoup dit qu'elle entendait dans la voix de Johnny, dans les dernières années, une souffrance. Elle l'entendait. Oui, c'était une vraie souffrance, parce que je pense qu'il faisait... il voyait sa vie, il savait exactement ce qui allait lui arriver, il ne se faisait pas d'illusions, et s'était aperçu qu'il y avait des choses qu'il avait manquées. Il avait des gens avec qui il aurait dû être peut-être plus proche, d'autres avec qui il aurait dû être peut-être moins proche. Et il faisait ses comptes sentimentaux, il faisait ses comptes. C'était pas facile pour n'importe quel homme au monde de vivre avec la gloire dès l'âge de 16 ans et de ne pas devenir fou. Et Johnny n'est jamais devenu fou, alors que la gloire, elle a tapé l'incruste toute sa vie, jusqu'au dernier jour de sa vie. Et Johnny a supporté la gloire, Ouais. mais pas la solitude. Mais il dit, et tu le cites, il dit la gloire, c'est, pardon de le dire, c'est comme une pute. Elle peut vous abandonner comme ça et vous laisser par terre. Il pensait à ça. Oui, il disait c'est ça. une pute qui couche dans tous les lits. C'est une pute qui couche dans tous les lits. Il disait C'est ça. une pute qui couche dans tous les lits et qui vous abandonne du soir au matin pour... Vous ne savez pas pourquoi. Et vous pouvez courir derrière, vous la rattraperez jamais. Ouais. Et c'était... donc il avait de la gloire... il avait comment dirais-je, un point de vue sur la gloire assez étonnant. Vous imaginez le nombre d'années où il a vécu avec la gloire, de ne pas pouvoir aller acheter une paire de chaussures, de ne pas pouvoir aller au cinéma. Elle était là, constamment, cette gloire. Mais parfois, il disait, je m'emmerde. Il te téléphonait, il disait, je suis aux États-Unis, j'ai été faire de la Harley, mais je m'emmerde. Je m'emmerde. Ouais. Je m'emmerde. Il disait, une fois, on y était à Londres depuis pas mal de temps pour la musique que j'aime. Et puis, tout d'un coup, il y a une fille qui le reconnaît dans la rue, qui lui dit « Are you Johnny Hallyday ?» Il me dit « Tu vois, petit con, que même ici, on me connaît. » Il était ravi. Il était ravi. Oui, mais parfois, il s'ennuyait. Et parfois, c'était les idées noires qui venaient. Alors ça, c'était... Alors, il avait ses solitudes à lui. C'était un taiseux. C'était quelqu'un qui était capable de rester pendant 1 heure sans dire un mot. Il ne fallait pas essayer de lui dire quelque chose ne va pas, je peux faire quelque chose pour toi. Il ne répondait pas. Donc, c'était les solitudes à lui qu'il choisissait. Et là, c'était son introspection à lui. Parce que Johnny a passé sa vie entière à se chercher lui-même, à savoir qui il était. Alors, comment dirais-je, il aimait les défis, alors il se lançait des défis, et puis qu'il réussissait ou qu'il ratait, mais il essayait de voir jusqu'où il pouvait aller. Oui, parmi les défis, les grandes scènes, le Parc des Princes, 1993, et le feu. Alors cette chanson-là, Michel évidemment, que tu as écrite pour lui, ça donnait ça sur scène, écoutez. Tes yeux sont comme des flammes, et la vie est à feu et à sang. Tout est bébé, brûle le cœur, et l'amour que tu lui sens dedans.
l'entend pas trop, mais il y a Sylvie Vartan en duo avec lui, là, ce qu'on vient d'entendre. Ils sont ensemble, hein, et c'est incroyable parce que alors cette chanson-là, l'enregistrement, il y a quand même un truc qui s'est passé en studio et qu'on va découvrir et qu'on découvre dans ce bouquin. Une star qui a inspiré des paroles érotiques ou sexy à Johnny. Oui, c'est... tu veux parler de comment c'est, mademoiselle... Raquel Welch. Raquel Welch. Alors Raquel Welch, oui, c'est une aventure absolument incroyable, puisque j'étais chargé de... On avait un poste téléphonique, on nous envoyait des messages. Enfin, surtout, on lui envoyait des messages. Il y avait une petite lampe rouge qui s'allumait à l'époque. Et moi, je prenais les messages. Et tout d'un coup, j'entends... il y a un coup de téléphone. Il y a eu un coup de téléphone de Miss Welch qui a appelé à Londres. Et je lui dis, mais il y a une Miss Welch, tu connais? Je pensais que c'était une journaliste. Et il me dit, ouais, c'est Raquel. J'ai dit, une star, quand même, il oui. faut le dire, Raquel C'était Welch. la plus belle femme du monde à l'époque. Oui. Et j'ai dit, alors si ça, c'est Raquel Welch, moi, je suis archevêque de Canterbury. Si c'est Raquel Welch. Mais t'es vraiment... Il est 4 heures du matin. Il dit, mais t'es vraiment un con, hein. On l'appelle. Je dis, mais attends, il est 4 heures du matin. On l'appelle. Et on l'a appelée Raquel Welch. Alors, c'est moi qui ai au téléphone. Et on me dit, à l'hôtel où elle était, on me dit, il n'y a que 2 noms qui peuvent réveiller Miss Welch. Et je dis, I'm Johnny Hallyday. On me dit, hang on. Tout d'un coup, j'entends, hi, Johnny. Je fais, tiens, c'est pour toi. C'était Raquel Welch. Ouais. Et elle va débarquer pendant l'enregistrement du Feu, de Le Absolument. Feu. Oui, elle est arrivée dans le studio. Alors, évidemment, elle avait un chauffeur. Lui, il était derrière la vitre, au micro, il chantait. Et elle est arrivée, très coquette. Je m'attendais à voir une grande fille. En fait, c'était un petit gabarit. Elle était d'une beauté absolue. Elle était très élégante. Elle était charmante, elle souriait. Donc, on l'a fait asseoir. Johnny lui a dit bonjour, comme ça. Et il chantait « Le feu, le feu ». Il a chanté « Le feu » pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et... Alors moi, j'essayais de... Non, mais il a rajouté des trucs en le regardant, oui, en chantant, des paroles qui n'étaient pas prévues. mais... Il a rendu la chanson beaucoup plus érotique. Ah, mais c'était érotique, c'était voilà, c'était un film X dans le studio. Et lui, il était derrière la vitre. Il le faisait pour Raquel. Elle était assise à côté oui. de nous. Et on ne savait plus comment faire pour l'occuper après. Parce qu'il continuait à chanter, il continuait. Et à un moment donné, elle s'est aperçue qu'il ne viendrait pas. Voilà. Alors elle nous a dit, bon, je pense que je vais m'en aller. Alors elle est partie. On lui a dit au revoir. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte du studio. Et quand je suis revenu dans le studio, il fait, elle est partie? Ben, je dis oui. Bon, ben, c'est fini pour ce soir. On va aller se la faire dans une boîte de nuit. Et on a fini à 6 heures du matin. J'ai dit, mais enfin, tu aurais pu venir. Il dit, je t'ai fait venir pour toi, il m'a dit. Pour toi, pour que tu fermes ta gueule. Tu vois que tu dis toujours que je suis un menteur. Est-ce que je ne sais pas ramener Raquel Welch? Je dis, oui, ben oui, ben oui. Voilà. Et Dolly Parton. Dolly Parton, Dolly star de la country music, avec, on va dire, une mondiale. poitrine généreuse qui a fait fantasmer dans le monde entier. Ah oui. Et il y a une histoire avec Johnny. Ah ben c'est extraordinaire. Comment dirais, l'aura, une espèce d'aura, le charisme. On rentre à Nashville, c'était, comment dirais-je, l'Oscar des musiciens. Donc on est invité avec son producteur américain. Il y a Rolling, le guitariste, Lee Hallyday, moi et donc le producteur et Johnny. Et quand on rentre, il y a des tables il y a une table pas loin de la nôtre où il y a Dolly Parton, elle a la choucroute sur la tête, habillée avec un costard. Il faut des lunettes de soleil pour le regarder. Et Dolly Parton voit arriver Johnny, qui est totalement inconnu là-bas. Personne ne sait qui c'est. Il n'est pas plus connu que moi. Et on arrive, on s'assoit à notre table, et je vois Dolly Parton qui le mange des yeux, mais qui le mange des yeux. Alors, lui, il est gêné comme tout, parce que Johnny est un timide. Et alors, je fais, t'as vu, je crois que t'as un ticket. Arrête tes conneries, arrête tes conneries. Et tout à coup, Dolly Parton se lève, elle traverse, elle vient,
elle vient là, elle se met à genoux, comme ça, accroupie. Elle prend la main de Johnny et elle lui dit en anglais « I don't know who you are, but you are a star. » Je ne sais pas qui vous êtes, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes une star. Incroyable. L'autre, ah oui, sur la tête de mes enfants. Heureusement, il y a un témoin, Rolling, le guitariste qui était juste à côté de moi et qui, en se penchant, avait une vue imprenable sur le décolleté de Dolly Parton, le décolleté connu mondialement de Dolly Parton. Et il m'a confirmé. Et Johnny m'a dit, quand je raconterai cette histoire plus tard, personne ne me croira. Personne. Et c'est vrai, authentique. Écoutez, Johnny, c'était aussi la profondeur. Cette voix prend ma vie. C'est une chanson de Michel Mallory. Écoutez ça. Ah oui. Je l'ai mise un genou à terre pour supplier. Oh, pour elle. Oh, moi je te donne ma pauvre vie, mon Dieu, si tu veux la sauver. Oui, prends ma vie pour sauver. Et alors, c'est vrai qu'il y a de la grandeur dans ce texte, Michel. Il y a quelque chose de la croyance en Dieu, il y a quelque chose de fort. Au fond, Johnny était sensible à ça. Je vais te dire quelque chose. Cette chanson a été enregistrée à Rome avec Jean Renard. Et il y avait l'Orchestre Philharmonique de Rome qui jouait dans le studio RCA. Et dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose de très important. Juste au-dessus du studio de Ennio Morricone, il y avait une cathédrale qui s'appelle Sainte-Euclide. Et les orgues que l'on entend dans cet enregistrement venaient directement des orgues de Sainte-Euclide qui descendaient directement dans le studio. Et c'était Gabriel Yared, le grand Gabriel Yared, qui jouait. Et il y avait un jeune de 18 ans qui dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Rome. Donc on était... Mais Johnny était sensible à l'au-delà, Oui. à Dieu, À la Dieu, mort. à la mort. Il était, à la fin de sa vie, il arborait une croix. Mais il était, comment dirais-je, il croyait à une... il croyait quelque part à une forme de résurrection dans quelque chose dans lequel tu aurais été bon sur la terre, si tu veux. Il m'a dit, si je devais revenir au paradis, je pense que je ferais de la musique pour l'éternité. Et voilà, il avait cette... Oui, il croyait. Il croyait. Finalement, je pense qu'à la fin de sa vie, je pense qu'il a abordé la mort avec un certain courage, indéniable. Il avait ce genre de courage-là, oui. Oui. Son père, qui lui a manqué toujours, une chanson que tu écris pour lui à propos de mon père. Oui. Et là, c'est pour Johnny, chanter ces mots, évidemment, c'était quelque chose de très fort. C'était une des plus grandes blessures, de sa vie. Une blessure qui ne s'est jamais refermée. Autant sa mère, il l'a retrouvée. Ils ont refait le chemin ensemble, elle était formidable. Il l'a reçue chez lui, elle a fini ses jours chez lui. Autant son père, ça a été une véritable blessure. Pas qu'il ait été absent, Oui. en fait, mais qu'il ne l'ait pas aimé. Mais ces mots, écrire ça, écoutez la voix de Johnny qui chante Michel Mallory, et c'est lui. Le seul homme en qui j'aurais cru, ce père que je n'ai jamais eu. On m'a donné un nom, on m'a donné la vie. Tant pis si je ne sais pas qui. Je garderai la part du rêve. J'en referai toute ma vie. C'est incroyable, la force qu'il met là. Oh, C'est incroyable, Michel. Quand tu entends cette chanson, ces mots que tu as écrits. Oui, c'était les mots qui m'avaient inspiré, parce que c'était tellement une déchirure pour lui.
Et ce père absent, il l'a cherché partout. Il l'a trouvé chez mon père, curieusement, qu'il appelait papa. Il l'a trouvé chez d'autres. Son médecin à l'époque s'appelait Louis Michelangeli. C'était un Corse assez rugueux, balèze, mais c'était une sorte de père que Johnny adorait. Il a cherché ce père toute sa vie et il avait peur de ne pas être un père à la hauteur avec David. Souvent, ça l'a empêché de dormir longtemps, ça. Ouais. Ouais. Il n'a pas trouvé son père, mais il a trouvé un frère. C'est Oh. Michel Mallory. Et Michel, on va finir l'histoire de la musique que j'aime. Tu l'enregistres à Londres, tu rentres à Paris avec Johnny, tu vas au studio Philips, tu vas faire entendre ça à Jean Renard, à tout le monde, et ils écoutent les morceaux, dont la musique que j'aime. Bien sûr. Et quelle est leur réaction quand ils entendent votre travail? Mais Johnny était habillé, il s'était mis sur son 31, costard, cravate. Et c'est drôle parce que donc il avait voulu absolument que je vienne avec lui. Peut-être qu'il sentait l'histoire. Et quand on est arrivé dans ce bureau, il détestait les bureaux. Il détestait être de l'autre côté du bureau parce qu'il était assis plus bas. Il détestait ça. Et à ce moment-là, Jean Renard nous dit, avec tout l'amour que nous lui portons, il dit, bon, ben, on a écouté ce que vous avez fait à Londres. Hein. Bon, ben, je vais vous dire, hein, c'est pas la peine que je vous raconte des conneries, c'est de la merde. Au moins, c'est clair. Hein. On peut pas être plus clair. Oui. Et, Et il Roger dit, Marouet- heureusement, j'ai une chanson qui va sauver le disque. Oui, Ça Heureusement pour s'appelle Un corbeau blanc que j'ai écrite il y a quelques années. Ça va sauver le disque. oui. Heureusement pour vous, vous avez beaucoup de chance. J'ai cette chanson que j'ai écrite avec Gilles Thibault. Voilà. Et Roger Marouani, le patron de Universal, dit quand même, Johnny, tu arrives avec un blues. Après le Johnny Circus, il fallait une grande chanson, hein, que je t'aime. Hein. Je sais pas, mais là, une chanson qui fait 6 minutes, elle passera jamais à la radio. Ça peut pas marcher. Et il lui dit d'ailleurs, on va mettre comme un corbeau blanc sur la face A du 45 tours, et toute la musique que j'aime, on va le mettre derrière, Bien sûr. sur la face B. Et ça s'est retourné immédiatement. Et la première fois, je me rappelle, j'étais dans ma vieille voiture et tout d'un coup, j'entends toute la musique que j'aime à la radio. Je dis, mais il passe pas un corbeau blanc? Et après, c'était un raz-de-marée. C'est le 5 juillet 2017. C'est le dernier concert de Johnny, Les Vieilles Canailles, et la dernière chanson qu'il va chanter avant de nous quitter. La dernière fois où il va chanter, c'est toute la musique que j'aime. Oui, c'était son Te Deum. C'était même à la Madeleine, les musiciens qui ont joué de la guitare, quand on a emmené le cercueil, ils ont emmené le cercueil sur toute la musique que j'aime aussi. Donc cette chanson a dépassé le stade de la chanson. C'est, je ne sais pas comment dire, elle a pris une telle importance dans sa vie, évidemment dans la mienne, qu'au bout de ces 50 années d'existence, il se trouve qu'elle n'a pas pris une ride, alors que certaines autres chansons ont vieilli. Celle-là, non. Oui, Elle a- peut-être parce que c'est celle qui ressemblait le plus à ce que Johnny avait au plus profond de Oui. lui. Peut-être pour ça. C'était Johnny, cette chanson. D'ailleurs, c'était presque une signature, c'était presque une empreinte digitale, musicale. C'était la chanson, c'est la chanson qu'il a chantée le plus grand nombre de fois en duo, Oui. en trio, avec plein de gens. Et il paraît, on m'a dit chez Universal, que c'est la chanson qu'il a enregistrée le nombre de fois le plus important, 5 ou 6 fois. Il a réenregistré. Oui. Cette Est-ce chanson. est-ce qu'on peut dire que Johnny est mort, n'est plus là, ou est-ce qu'il est encore là, Michel Mallory? Pour moi, en tout cas, il est avec nous là. Ça, c'est certain. Ce matin aussi, j'ai fait quelque chose où tout d'un coup, je me suis retrouvé en face de quelqu'un qui me posait des questions et j'ai l'impression que mes réponses m'étaient dictées par lui. Il ne m'a jamais laissé tomber, jamais, jamais. Et quand j'ai commencé à écrire pour Jean-Baptiste Guégan, il m'a donné son OK. Il m'a dit, tu peux y aller. Et j'ai reçu le message 5 sur 5. Merci, Johnny.
Merci. La véritable histoire de la musique que j'aime. Michel Mallory, Talent Édition. C'est un livre absolument formidable. On va écouter encore Johnny avec Les Vieilles Canailles, parce que sur scène, c'est vrai que c'était... Voilà, cette chanson-là, elle durait parfois un quart d'heure. Oui, oui. Il fait des Il fallait solos. que les gens descendent. Ouais. Et tout le monde savait qu'elle allait arriver. Oui, bien C'était sûr. comme une messe, au fond. C'était un truc. Il a essayé de ne pas la chanter une fois. Ouais. C'était une émeute, Ouais. une véritable émeute. On regarde l'image de Johnny. Il sourit. Il avait un sourire. C'était quoi le surnom de son sourire? Ah ben, il en avait plusieurs. Oui. Alors, il avait le sourire du tueur. Oui. Ça, c'était avec les dames, légèrement sur le côté, comme ça. Il avait le sourire sésame. Voilà, Il celui faisait qui ouvrait les portes. Ah, il ouvrait Sésame, toutes les ouvre-toi. portes. Oui, Il disait, il le surnommait lui-même, j'ai mon sourire Sésame. Ah oui, il avait un sourire sésame. Comment allez-vous? Il était très très fort. Très très fort. Au niveau des sourires, son sourire tueur a fait de nombreuses victimes. Merci. Michel Mallory était notre invité. La véritable histoire de la musique que j'aime chez Talent Édition. Merci beaucoup, Michel. Merci Patrick. Merci.